Alors, bonjour Aurore. On se Bonjour retrouve Diane. à l'UER à Castres, version 2025. Alors, est-ce que tu peux te présenter à nous dire en quoi tu es, enfin, ce que tu as vécu, qui tu es, etc. Voilà, donc je m'appelle Aurore, je vis dans les Vosges. J'ai 40 ans. Je suis en couple et j'ai un enfant de 5 ans. Donc je fais partie des collectifs On a une note dose et à victime. Et donc je suis présente à l'UER 2025 pour accompagner ces associations, les représenter, expliquer ce qu'on peut aussi apporter à d'autres victimes, expliquer nos situations aussi, puisqu'on a des parcours très différents. On n'a pas forcément les mêmes pathologies suite aux injections. On a pu vivre d'autres choses par rapport aux Mhm. obligations vaccinales pour pouvoir continuer à travailler. Et c'est aussi donc l'occasion de se retrouver entre nous, puisqu'on n'a pas forcément toujours l'occasion. On vient un peu des quatre coins de la France, même de l'étranger, hein. Il y a Action 200 Belgique qui est aussi également présente. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de voir nos points communs et qu'est-ce qu'on peut construire pour l'avenir, en fait, par rapport à ce qui s'est passé. Et là, travailler sur le présent et sur le futur. Mhm. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont subi des effets indésirables des injections qui sont graves, donc il y a les personnes qui sont décédées, il y a les personnes qui sont très handicapées et dont l'espérance de vie, elle est comptée maintenant. On peut le dire comme ça. Mhm. Et avec tout le bouleversement qui ont pu se passer, donc aussi bien dans les familles éclatées, tous les aidants qui subissent aussi, qui sont impuissants par rapport à nos situations. Et l'abandon, on va dire, médical. Alors ici, on peut rencontrer des médecins qui sont de notre côté, on va dire. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de nous trouver des solutions, de nous proposer, on va dire, des solutions thérapeutiques, après qui ne sont pas forcément encore reconnues en tant que telles, c'est-à-dire validées par des études scientifiques, on est bien d'accord, mais qui nous donnent aussi de l'espoir. Mhm. On peut parler de Jean-Marc Sabatier, on peut parler de... Il y a Denis Agré aussi qui parle aujourd'hui. On a quand même plusieurs médecins voilà, qui sont de notre côté et ça, c'est important. Et ça nous donne vraiment de l'espoir. Et c'est aussi parce qu'on constate aussi en tant que victime, pour aussi être présente sur les réseaux sociaux et sur des groupes justement de victimes, la détresse en fait. La détresse qui est extrêmement importante au niveau médical, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas du tout reconnues dans leur pathologie, que ce soit justement après des injections de Covid avec des effets secondaires graves, mais aussi des personnes Covid longs qui souffrent tous les jours et dont pour le moment l'État n'en a un peu rien à faire, clairement. Parce que là, ça va L'État et loin. les médecins aussi, parce qu'il y Oui, a, il y a une forme de déni chez les médecins de la pathologie en elle-même, de la voilà, souffrance tout en à elle-même de fait, la oui. personne. Oui. Tout à fait. Et le problème, c'est qu'il y a. Là, je rebondis un petit peu plus loin par rapport au Covid long, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui avait été travaillée à l'Assemblée, c'était la loi Zoum-Keller, et Mhm. elle n'est toujours pas appliquée. C'est-à-dire que le décret est sorti il y a déjà. C'était en 2022, et on n'a toujours rien, quoi. Et c'était quoi cette loi? Elle dispensait quoi? Alors, du coup, elle permettait en fait de faire une plateforme de recensement des personnes qui avaient le Covid long en France et de permettre D'accord, en fait de les orienter vers, par d'accord, exemple, des unités Covid long ou des structures qui pourraient les aider dans d'accord. le parcours de soins, parce que les médecins traitants sont complètement impuissants face aux pathologies qu'ils ont à l'heure actuelle par rapport aux différentes victimes. Mm. Et là, en fait, c'est global, c'est-à-dire que l'injection a fait beaucoup de mal, l'infection aussi. On est sur quelque chose qui est très très global. Et voilà, les victimes, de toute façon, sont très nombreuses et pas forcément bien traitées au niveau médical. Moi j'ai vécu des choses aussi qui sont terribles. Alors, C'est-à-dire, moi, je n'ai quasiment entendu que de la maltraitance pour les victimes, en fait, hein, on est là-dessus de euh, toute façon. Et puis, sauf à tomber directement sur un très bon médecin, mais c'est très, très rarement le cas. ouais, c'est très rarement le Mm. cas et c'est triste en fait, parce que on va dire que en tant que citoyen, on a à un moment donné fait confiance ou Mm. respecté les règles. Et là, en fait, on a respecté les règles du jeu, puis en fait, elles ne sont pas respectées de l'autre côté. C'est-à-dire que, Est-ce qu'on se sent arnaqué, trahi, en fait? ouais, il y a une forme de trahison et Mm. puis une rage. Mm. Et c'est ce qu'on dit entre nous, entre victimes. La rage, elle est toujours là. Sauf que plutôt que de rester chez soi à broyer du noir, eh ben,
On vient ici, on se rencontre, on fait des manifestations statiques Ouais. pour parler aussi à toutes les personnes qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'avoir des malades autour d'eux ou de se rendre compte finalement que ces injections font énormément de dégâts. Ça ramène à une certaine forme de réalité, c'est-à-dire faire face dans le réel à ce qui se passe plutôt que d'être Voilà, halluciné par des médias mainstream ou d'entendre des choses auxquelles on ne croit pas. Ouais, Et toi, ton histoire particulière, c'est quoi en fait? ouais. Comment ça s'est passé? Quelle était ta position au moment des injections, etc. Est-ce que tu peux nous raconter en 2 mots? Ouais. Donc moi je travaillais dans le médico-social, donc j'étais considérée comme une professionnelle de santé et assimilée. Donc, j'enseignais le sport à des enfants handicapés. Et du coup, bon, ben voilà, j'ai entendu les campagnes vaccinales au début où on vaccinait les plus âgés. Donc ça a commencé à venir aussi dans nos établissements où les personnes de plus de 50 ans pouvaient se faire injecter. Ça restait Mhm. optionnel, quoi. Et puis après, ben, ça a commencé à... Voilà, on se disait que bon, ça allait finir par arriver, quoi, dans notre domaine, quoi. En tout cas pour les D'accord. professionnels de santé. Ok. Moi, je le sentais. Donc, moi, j'ai carrément fait une sérologie Covid de moi-même en laboratoire pour voir si j'avais déjà été infectée par le Covid. Ce qui était, on va dire, fort probable au vu du métier que je faisais. Bien sûr. C'est-à-dire avec des enfants handicapés qui, finalement, voilà, Et donc ta sérologie a été positive, donc. elle était négative. Donc du coup, j'avais pas forcément de preuves de dire bah, j'ai Ah, déjà eu le Covid d'accord. dans le Ouais, sens d'accord. où je D'accord. pourrais ne pas me faire injecter. D'accord. Cela dit, ce n'était pas une preuve de toute façon. Hmm. Ils injectaient, Oui, de toute même façon, si ouais, des ouais. personnes avaient déjà eu le Covid, si c'était D'accord. l'obligation, tout le monde devait être injecté pour avoir le pass sanitaire en fait, pour pouvoir travailler. Donc Donc tu as dû te faire injecter pour garder ton travail. voilà, c'est ça, parce que moi j'avais des doutes. Voilà, j'avais des doutes. C'est pas que je ne faisais pas confiance Mhm. au système, Mhm. parce que je suis comme toutes les personnes de mon âge, hein, j'ai 40 ans, on a été vaccinés pour plein de choses depuis qu'on est né. Enfin, je veux dire, Oui. Ouais. et on n'a pas forcément, enfin voilà, ça arrive qu'il y ait des problèmes vaccinaux, effectivement. Il ne faut pas nier non plus les choses, hein, ça arrive, mais on va dire que peut-être c'est pas la majorité. C'est ça. On se Donc dit c'est voilà, un cas voilà, exceptionnel. Et, ok. voilà, on se dit ça. Et là, du coup, arriver à faire ça, bon, bah, là, moi, je me disais quand même, c'est rapide, hein, cette fabrication. Mhm. D'un coup, là, ça arrive. Voilà, il y a seulement les masques qui arrivaient. Bon, bah voilà, maintenant, on va vous vacciner. Maintenant, on a des masques, on a des tests. Ok. Ça va être l'heure de se faire vacciner, quoi. Ouais. Et j'y suis allée à reculons. Bah, voilà, c'était le 12 juillet. Hein, d'être notre cher président hein, qui nous a dit bon bah voilà le pass sanitaire si vous voulez sortir en été si vous voulez continuer à travailler il faut le faire quoi. Et quand tu dis à reculons, t'as essayé de faire autre chose? Est-ce que tu as essayé d'obtenir de la personne qui allait t'injecter plus d'informations? Tu étais dans quel sentiment à ce moment-là? Alors à ce moment-là en fait je me suis un peu renseignée quand même auprès de Ouais. médecins autour de moi Mhm. mais ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire pour moi en fait que de toute façon c'était obligatoire donc j'ai fini j'y suis allée quoi je suis allée en vaccinodrome j'ai fait ma première injection et puis dès la demi-heure j'étais pas bien. J'étais pas bien, douleur au point d'injection, des brûlures intenses. Et ça, moi, j'avais jamais vécu des brûlures intenses comme ça. Brûlure intense dans tout le corps, Dans tu veux tout le dire? corps, ouais. Sur Déjà la dans le peau ou à bras. l'intérieur Ah, mais ou- vraiment le corps entier, intérieur, quoi. Vraiment D'accord. très. Mais quelque chose de totalement anormal, quoi. Totalement anormal. Le corps, il brûle pas comme ça. Enfin, moi, Oui, j'ai oui, bien l'image de sûr. Jeanne d'Arc, quoi. Enfin, d'être D'accord. comme sur un bûcher D'accord, d'accord. Ouais, et ouais. passer 3 nuits comme ça, quoi. Avec des insomnies. Moi, je n'ai pas dormi pendant 3 nuits. J'avais des palpitations et des démangeaisons sur le ventre, voilà. Et après la première dose, j'ai même eu des hallucinations. Pas longtemps, mais la première nuit, ouais. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je savais qu'il fallait que je fasse la deuxième. La deuxième pour pouvoir avoir mon pass sanitaire pour travailler, justement. Et je reprenais le travail au mois de septembre, donc il fallait que ce soit fait sur l'été. Et du coup, il y a eu un délai d'1 mois, donc j'y suis retournée. Et puis, au vaccinodrome, justement, j'ai parlé du fait que j'avais eu des effets secondaires au médecin que j'ai rencontré. Et on m'a dit, est-ce que vous avez une piqûre d'adrénaline sur vous? Alors on m'a dit ça aussi parce que voilà, j'avais des allergies à la pénicilline. Mais on était sur autre chose. Donc moi, je ne comprenais pas trop. Et en fait, la personne qui était là est allée voir l'infirmière qui faisait les injections et elle lui a dit pourvu que ça ne tourne pas mal.
Ils m'ont dit, vous resterez 30 minutes au lieu des 15 prévus. Donc, moi, j'étais pas vraiment confiante. Dans un contexte comme ça, je me dis, bon... Et c'est vrai que si je m'étais présentée, par exemple, pour n'importe quel autre vaccin que j'aurais pu faire dans ma vie, si j'avais dit ça au médecin, je pense que mon médecin traitant, qui me connaît bien, il aurait dit, bon, écoutez, je sais pas si on va faire le rappel. Ou je sais pas, il y aurait peut-être eu une petite vigilance de sa part. Alors que là, c'était... ben non, on fait, quoi. C'est comme si, en fait, toute la science, tout ce qu'on a appris avant, avait été balayé. Moi, j'ai eu cette impression-là. Que tout a été balayé. Alors, c'est sûr, mais en plus, il y a humainement parlant, c'est-à-dire la responsabilité de la personne qui injecte de détruire la santé de la personne qui est en face, sous prétexte d'une obligation. Enfin, c'est énorme et ça sort du cadre même légal, hein, puisque normalement, quand il y a un doute, on ne peut pas faire ça. C'est difficile, surtout qu'à l'époque, j'avais plus de médecin traitant. En fait, j'habite dans un désert médical, donc trouver un médecin traitant quand votre médecin part en retraite, voilà, enfin, vous en avez pas facilement. Enfin, et à ce moment-là, j'en avais pas, donc je pouvais même pas dire, bah écoutez, je suis pas bien, j'ai été vaccinée tel jour, je suis pas bien, bon, qu'est-ce qu'on fait J'avais pas cette possibilité-là. Donc en fait, j'ai passé plusieurs mois comme ça, donc à avoir des démangeaisons, à être très Donc fatiguée. ça, après la deuxième dose? Voilà, mais D'accord. déjà après la première, mais après la deuxième, c'était encore pire. J'avais de l'essoufflement, j'étais souvent en arrêt de travail, j'attrapais, en fait, je voyais que mon immunité fonctionnait plus. J'attrapais des gastro-entérites, j'attrapais des grippes facilement, alors qu'avant, j'étais jamais en arrêt de travail. Parce que comme j'enseignais le sport, j'étais plutôt quelqu'un en bonne santé, C'est ça. et je faisais du sport à côté. Et là, je Ok. commençais à voir au niveau de mes entraînements, je faisais du VTT et du ski de fond. Donc là, à ce moment-là, il n'y avait pas encore le ski de fond, il n'y avait pas de neige, Ouais. mais au niveau du VTT, je sentais que j'avais des douleurs musculaires, que j'étais plus essoufflée, que je récupérais pas bien. Il y a souvent des douleurs, ça récupérait pas bien, pas vite, et j'étais très fatiguée. Très fatiguée. J'avais en plus mon enfant à l'époque qui avait seulement... il avait un peu plus de... Oui, il avait 1 an et demi. Donc, Oui, c'est fatigant voilà, déjà, un enfant comme ça, c'était ouais. fatigant et ouais, j'étais vraiment, je sentais que j'étais plus moi-même, quoi. C'était que physiquement, il y avait quelque chose qui déconnait. Et je suis arrivée donc au mois de janvier en me disant, bon ben voilà, en février, il faut une 3e dose pour continuer à travailler. Parce que mon passe sanitaire allait périmer. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai trouvé un nouveau médecin. Et je lui ai expliqué ce qui s'était passé pour mes 2 premières doses en disant, bah écoutez, là, je trouve que c'est quand même un peu long. Là, ça fait 4 mois que je suis souvent malade, tout ça. J'ai toujours des démangeaisons au niveau du ventre et du dos, j'ai jamais eu ça. J'ai des maux de tête intenses, tout ça. Enfin, ça m'handicape aussi dans le travail. Et elle m'a dit comme ça, bah écoutez, je peux rien faire. Elle me connaissait pas aussi, hein. C'est vrai qu'il n'y avait pas le contexte de la personne qu'on Oui, suit. mais enfin, Non, mais on va dire, voilà. qu'importe, il y a quand même le serment d'Hippocrate, en fait. Voilà, oui, on est bien d'accord. Donc, puis, par ailleurs, vous n'étiez certainement pas la seule. Mm. Donc, ça veut dire, c'est pas comme si vous étiez un cas vraiment exceptionnel sur toute la vaccination Covid. C'est-à-dire Oui. que des gens qui ont eu des effets secondaires graves, voire mortels, il y en a eu beaucoup. Donc, il n'y a aucun médecin qui ne peut être indemne d'avoir constaté ces effets-là chez quelqu'un. Ouais. Mais en fait, ce qui était assez paradoxal à l'époque, c'est que je me souviens quand je suis allée au vaccinodrome la première fois, il y avait quand même le fait qu'on lisait dans la presse, on va dire mainstream, la liste des effets secondaires. Elle était renouvelée Bien sûr. toutes les semaines. Bien sûr. Donc en fait, ça donnait l'impression que c'était devenu la normalité d'avoir des choses importantes qu'on n'avait peut-être pas quand on se faisait vacciner pour d'autres vaccins. Ça devenait presque quelque chose de... C'était curieux en fait. Et que du coup, il y avait une impression que finalement, bon bah voilà, lui il a eu plus de maux de tête que l'un, il a eu quelques palpitations, ça passe au bout d'une semaine, c'est pas grave. Mais quelque part, on n'a jamais eu ça avec d'autres vaccins. Et c'est là où on se dit qu'il y a quelque chose quand même qui est bizarre. Et à ce moment-là, vous n'aviez pas conscience que ça pouvait être finalement, que ça pouvait devenir très grave et que ça valait le coup de, Bah, pas à ce point-là même en de fait. quitter votre... Ouais, d'accord. Parce qu'en plus j'étais une sportive, donc moi, voilà, Oui. je m'entraînais, j'allais au bout de moi-même, j'étais dans cette logique-là. Et puis je me disais, bah, ça va s'arranger, c'est pas... Voilà. Oui, Et puis c'est on ça. nous le disait souvent quand même. On nous renvoyait le fait que ça allait durer quelques jours ou des fois quelques mois pour certaines personnes. Et puis Et qu'après, ça passe ouais, et que voilà, la vie ça redevient passe. normale. Et puis voilà. Mmh. Et du coup, cette médecin m'a proposé d'aller chez l'allergologue, au cas où, si j'avais une allergie par rapport aux produits ou aux adjuvants qu'il y avait dans le vaccin. Puisqu'on ne sait pas la composition, hein, on est bien d'accord. Personne ne la connaît.
C'est ça, Enfin, c'est compliqué de sauf les savoir si on est fabricants. allergique à quelque chose Voilà, qu'on ne connaît pas. sauf les fabricants. Ouais. Donc, il disait qu'avec Ouais. un test cutané, il pouvait les voir par rapport peut-être au polysorbate 80, je ne sais plus ce qui pouvait ressortir, mais qu'en fait, l'allergologue, je l'ai consulté bien après, en fait. Enfin, j'ai pas réussi à avoir de rendez-vous avant D'accord. la date d'échéance. Et finalement, ce qu'il m'a dit, c'est que lui, il n'y avait pas vraiment d'allergie, en fait. Que les gens n'étaient pas vraiment allergiques. Et qu'en fait, il fallait prendre un antihistaminique et continuer à se faire vacciner, ça posait pas de problème. Voilà la réponse que j'ai eue. Donc ça, c'était au mois de mars. Donc là, on est au mois de janvier. Et bah, finalement, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi? Et si je fais cette 3e injection, avec les problèmes que j'ai déjà avec les 2 premières, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? J'ai un enfant en plus, mon métier, je l'aime bien, j'ai fait déjà ces 2 doses-là pour pouvoir continuer ce métier, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la fais la 3e? Je la fais pas? Mais je vais être suspendue. Enfin voilà, tout a défilé dans ma Mhm. tête en me disant, ouais, non, là, je suis un peu au bout du truc. Mais en fait, au bout de 3 jours, j'ai attrapé le Covid. Donc je suis allée voir cette médecin que j'avais eu 3 jours avant. Elle m'a fait un test, j'avais le Covid. Donc ce test, voilà, j'ai été bien atteinte. Donc j'ai eu tous les symptômes que j'avais eus lors déjà des 2 premières vaccinations. D'accord. Voilà, et en pire. Et finalement, ça m'a permis de ne pas avoir la 3e. Donc peut-être qu'au final, ça m'a peut-être sauvée. On ne sait pas. Personne ne saura Ça, jamais. c'est sûr. Mais en tout cas, voilà. Mais ça m'a dégradé encore plus. Ça a aggravé ma situation et j'ai passé 6 mois à lutter contre mon corps, en fait. C'est-à-dire à me coucher. Je mettais mon enfant au lit à 19h30, je me couchais en même temps. Et je mangeais qu'à 22h. J'étais incapable de. Et le week-end, je m'allongeais, je me couchais, je pouvais rien faire, en fait. Je pouvais rien faire. Jusqu'à ce que j'arrive au mois de mai, donc 2022, hein, c'est ça, ouais. Mhm. 2022. Et là, je pense que oui, j'ai dû rattraper le Covid peut-être. J'étais qu'à contact, je sais pas trop, mais j'ai eu à nouveau encore plus de symptômes, en plus de ce que j'avais déjà. Et ça continuait les démangeaisons. Enfin, c'était de plus en plus lourd et j'arrivais plus à faire de VTT. J'y arrivais plus. Je pouvais plus m'entraîner. Là, c'était. Et j'avais même, parce que je faisais donc des séances de sport avec des enfants handicapés, donc je pratiquais aussi avec eux, hein, puisqu'il faut aussi les guider. Et j'avais même des douleurs au cœur. Ça commençait vraiment à être embêtant, quoi. Vraiment En embêtant fait, pour moi. au fur et à mesure, ça s'est aggravé de plus en plus. C'est ça, Voilà, votre c'est ça. état, il s'est Ouais, dégradé ouais, de plus en plus. crescendo, quoi, en Voilà. fait. Et jusqu'à ce que je finisse par me retrouver aux urgences, en fait. J'ai été en rendez-vous chez mon médecin traitant. Ça faisait 10 jours que j'étais complètement essoufflée dès que je faisais Mhm. un truc. Mais vraiment tout le temps. Et j'avais le cœur qui tapait, j'étais vraiment pas bien. J'avais des vertiges, j'avais des troubles visuels. Donc j'avais les yeux qui fixaient plus. J'arrivais plus à fixer par moments. Et je me suis dit, mais là, il y a vraiment un truc. Enfin, donc je suis allée consulter le médecin et elle m'a vue avec des troubles de la vigilance. Donc là, elle a dit, il y a quelque chose qui va pas. Et j'avais mal au côté gauche. Voilà, donc elle s'est demandé si j'étais pas en train de faire un AVC. Donc elle m'a envoyé de la consultation, elle a appelé les pompiers, je suis partie aux urgences. Et, euh, et à ce moment-là, bon, bah, voilà, j'ai été très bien traitée. C'est-à-dire que comme ils ne voyaient rien dans la prise de sang, ils pensaient que j'avais une migraine. Voilà. Ils m'ont diagnostiqué une migraine. Mais je n'avais pas d'antécédent de migraine. Donc bon. Pourtant, j'avais le dossier médical du médecin. Mais bon, comme ils ne voyaient rien d'évident, j'avais des vertiges qui étaient terribles. J'arrivais pas à me tenir debout. Voilà, j'avais toujours mes yeux qui étaient comme ça, qui partaient en nystagmus, comme ça. J'arrivais pas à fixer le regard du médecin, mais bon, ça paraissait normal pour eux. Ils voulaient me renvoyer chez moi Ça, c'était à 11h30. mi-2022, c'est ça? Juin 2022. Et au moment où ils ont voulu me renvoyer, j'ai dit non. Parce qu'ils n'avaient pas pratiqué d'examen sur moi. Et moi, je savais que j'avais quelque chose qui était pas normal, en fait. Et ils m'ont donné des anxiolytiques, sans me le dire. Et ils ont fini par me garder. Ils m'ont fait faire comme une IRM le lendemain matin. Et tout était dans les valeurs limites. Voilà. Donc pour eux, c'était de la fatigue. Voilà. Je suis ressortie de l'hôpital et puis bah, après, j'ai reconsulté mon médecin 4 jours après. Puis après, une semaine après, il me faisait des arrêts de travail puisque je n'étais pas capable de travailler. J'étais toujours aussi mal et elle m'a envoyée chez l'ORL. J'ai fait le cardiologue, j'ai fait neurologue. La neurologue a dit que j'avais rien du tout. Rien du tout, que tous les troubles de la vigilance, c'était pas important. Enfin, ouais, il y avait rien à mener alors que la médecin pensait que j'avais des absences épileptiques. Enfin, j'avais des choses vraiment très bizarres.
Elle me voyait en consultation, elle ne comprenait pas. Mon cas était vraiment énigmatique. Et comment on interprète ces noms de diagnostics des spécialistes, en fait, quand on vit dans son corps et on sait que quelque chose ne va pas, en fait? Bah, c'est terrible. Moi, je me disais, Est-ce que vous vous disiez, par exemple, c'est moi qui suis folle ou c'est pas Ah possible bah oui, ou... je me suis demandé. Bah, du coup, j'ai commencé à consulter une psychologue à partir du mois de septembre. Parce que je voyais déjà bah, que tout revenait normalement, donc on me renvoyait des choses. Donc je me suis dit aussi, au-delà de ça, je vais aussi protéger ma famille. C'est-à-dire, il n'est pas question que mon fils, qui a seulement 2 ans, soit pas bien parce que sa maman, elle en peut plus de ne pas savoir ce qu'elle a et qu'elle est pas bien, etc. Enfin, Bien je me sûr. suis dit, je ne pouvais pas faire reposer tout ça sur mes proches. Donc j'ai commencé, et puis bah, en fait, il s'avère qu'en faisant plusieurs mois, bah, il n'y avait rien de particulier. J'étais ni dépressive, ni parce qu'on m'avait renvoyé que c'était dans ma tête. Comme à toutes les victimes, en général, Ouais. on dit c'est dans votre tête, mais il n'y avait rien du tout. Ouais. Et Ce déni, cette errance médicale, ce déni, c'est voilà, donc j'ai continué à faire d'autres monstrueux. examens parce qu'en plus, bah, où je Mm. vis, c'est quand même des aires médicales. Donc pour les Ouais. IRM, pour les Ouais. examens comme ça, c'est toujours au moins 3-4 mois d'attente quand tout va bien. Donc en fait, vous attendez 3-4 mois et en fait, le Mm. médecin vous fait refaire un autre examen. Il ne va pas vous prescrire toujours tout d'un coup, Mm. puisque c'est la manière aussi de fonctionner. On fait au fur et à mesure, on ne fait pas tout Mm. d'un coup. C'est aussi une question de coût, hein, je pense. Mais du coup, voilà, je me suis retrouvée finalement en unité Covid long à Nancy parce que ma médecin avait retrouvé des symptômes similaires Mm. à un de ses patients en fait. Elle m'a envoyée là-bas parce que c'était aussi une aide pour eux. Enfin, ça constituait une aide pour les médecins traitants d'avoir ces unités-là. Et en fait, ce rendez-vous a abouti à pas grand-chose en fait. C'est-à-dire que la médecin pensait qu'on allait me faire un TEP scan cérébral métabolique, qui, on va dire, est un peu un indicateur en termes de troubles par rapport aux troubles neurologiques, tout ce qui est brouillard cérébral, perte de D'accord. mémoire de travail, Mm. etc. Les profils, en fait, sont souvent liés à des hypométabolismes au cerveau sur plusieurs zones et la recherche, on va dire, la recherche qui est faite, je crois, c'était sur Marseille avec le professeur Eric Gage. Eux avaient retrouvé en fait des profils spécifiques au Covid Mhm. long, qu'on ne retrouve pas dans par exemple les maladies d'Alzheimer ou d'autres maladies. Et du coup, voilà, là, elle attendait que je fasse cet examen-là qu'un de ses patients avec la même symptomatologie que moi avait déjà fait. Et il s'est avéré que ce n'était pas nécessaire. J'ai rencontré une interne en infectiologie qui m'a dit que mes troubles neurologiques, c'était des troubles fonctionnels, simplement. Alors que j'étais incapable de fixer le regard, alors que pendant la consultation, elle me posait des questions par rapport aux différentes échelles, parce qu'ils utilisaient des échelles pour savoir si on avait un problème de dépression, si c'était Mhm. un problème Mhm. respiratoire, etc. Enfin, des choses de base, quoi, pour un petit peu Mm. éliminer les Mm. grosses pathologies autour. Et en fait, ouais, je me suis arrêtée de parler. J'arrivais plus à les répondre parce qu'à ce moment-là, j'étais j'étais vidée, j'étais épuisée. Et quand c'était comme ça, j'arrivais plus à parler. Plus du tout. Ok. Donc j'étais comme ça. Mon compagnon était à côté de moi, il m'a demandé si ça allait. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? J'étais pas capable de répondre et elle continuait. Et finalement, j'ai lu dans le compte rendu plus tard que je répondais pas aux questions. C'est tout, point barre. J'avais pas de problème neurologique, alors que moi je voyais bien que il y avait rien qui allait. Et alors, quand est-ce que vous avez un peu vu la sortie du tunnel pour au moins trouver des réponses, des gens qui vous soutiennent, ne serait-ce Ouais. que Donc psychologiquement? j'ai eu de la chance entre guillemets. C'est par rapport à notre famille et un médecin qui est dans le sud de la France, qui m'a permis d'avoir un contact pour passer donc le TEP scan cérébral métabolique sur Marseille. Donc je pouvais le faire aussi. Donc ma médecin a compris aussi que j'avais vraiment des problèmes. Autant au début, elle ne connaissait pas quand elle m'a rencontrée Bien sûr, bien sûr. avec le début des symptômes, tout ça. Et je pense que voilà, elle se disait quand même qu'il y avait quelque chose. Donc elle m'a fait une prescription pour aller faire cet examen. Et il s'est avéré qu'on a retrouvé des hypométabolismes en fait, sur cet examen qui confirmait bien qu'il y avait une atteinte Covid long en fait. Un hypométabolisme, ça veut dire que ça fonctionne en dessous de la normale, hein? C'est ça, oui, Ok. oui, oui. Et donc ils injectent un produit en fait Mhm. à base de glucose et Mhm. c'est un produit comment on appelle ça déjà un peu fluorescent, enfin Oui,
Je sais plus comment on appelle Oui, ça. la Oui, réaction avec le glucose fait que ça voilà, se voit voilà, et le glucose est consommé ou pas par les cellules et donc ça veut dire que les cellules sont actives ou non. voilà. Donc c'est comme ça qu'ils peuvent se rendre Mm. compte, voilà. Et on peut avoir des hypométabolismes qui sont légers, modérés Et là, c'était quelle et date ça? sévères. Et ça, donc là, on était en février 2023 quand je suis D'accord, allée à donc ça faisait déjà Marseille. 1 an et demi que vous étiez avec des problèmes en fait qui n'étaient pas Voilà, un an et voilà, demi. Un c'est an et ça, demi, ouais, hein. ouais, ouais, Ok. ouais, ouais. Et puis, ben, moi, en fait, j'avais un questionnement. Bon, bah voilà, ce résumé, voilà, bon, bah Covid long, bah qu'est-ce qu'on Mhm. fait? Mhm. Parce que les prises en charge, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et la médecin, ben voilà, les explications, elles étaient très réduites. Enfin, moi, j'avais juste un compte rendu, mais je savais que j'avais tel hypométabolisme, mais je savais même pas qu'est-ce que ça pouvait faire dans mon corps finalement. Enfin, faire le rapprochement entre la théorie et Là, vous n'avez pas de prise en charge, d'aide ou ben d'explication, voilà. rien. Et puis, ce qui s'était passé avec l'unité Covid long, c'est que j'avais rencontré, je crois que c'était quelqu'un qui était en pneumologie, je pense, ou réadaptation respiratoire, je ne sais Mhm. plus Mhm. exactement, mais qui m'a dit, Franco, bah écoutez, ouais, vous étiez dans le sport, donc c'est bon, vous savez un peu ce qu'il faut faire. Euh, du coup, écoutez, bah, vous marchez 30 minutes par jour, c'est l'OMS qui dit qu'il faut faire comme ça, voilà. Mais à l'époque, je lui dis, mais écoutez, j'ai énormément de difficultés, je n'arrive pas à faire 200 mètres pour aller chercher mon enfant à la crèche. Comment vous voulez que je marche 30 minutes? Elle dit, bah oui, mais c'est peut-être du déconditionnement. Moi, j'ai dit, mais je ne peux pas être déconditionnée. Je faisais du sport, je fais telle chose, à l'instant T, il n'y avait pas eu Ouais, ouais, un ouais, an où ouais. je ne faisais plus rien. Donc ce n'est pas possible, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, c'était très compliqué de fonctionner comme ça et on voulait me rajouter des examens. Donc me faire redéplacer à Nancy pour refaire des examens avec des tests à l'effort, des choses qui étaient, enfin moi j'étais pas capable de faire puisqu'à l'époque j'essayais de prendre mon vélo d'appartement, j'arrivais même pas à faire du vélo pendant 2 minutes. Alors que je faisais 50 km de VTT un an avant, enfin 1 an et demi avant quoi. Donc pour moi c'était pas normal. Je Mais là, savais que là, vous ressentez quoi en fait? ah bah beaucoup de Face à tout ça, vous colère, êtes. beaucoup de colère et puis de me dire mais c'est quoi, ça va être quoi la suite, enfin, qu'est-ce que ça va être ma vie plus tard et en plus à l'époque j'avais très peur de faire un malaise devant mon fils. C'est-à-dire qu'il avait seulement 2 ans et à 2 ans les enfants ils gambadent un peu partout. Oui, c'est Et sûr, en plus, ça demande de la vigilance. voilà et mon Et votre conjoint, il le vit comment? Parce que ça doit être terrible aussi dans la vie de couple en fait. bah oui, donc lui, il comprenait pas non plus. Et puis tout ce qui était renvoyé par l'extérieur, c'était que bah ouais, les Covid longs, ils guérissent quoi. Les gens qui ont ça, au bout de 6 mois, 1 an, il y a plein de gens qui guérissent. Donc tout le monde était dans cette idée-là. Tout ce qui était renvoyé par les médias habituels en disant bah c'est pas si grave quoi. D'accord. Les gens, ils ont des fois une perte d'odorat, de goût, et puis ça s'arrange tout seul. Sauf que bah c'est pas forcément la réalité. Même pas du tout. Et là, est-ce qu'on peut dire, d'après d'autres victimes que vous avez côtoyées, que vous n'avez pas eu de chance ou que c'est en fait ce que vous nous racontez là, c'est plutôt l'ensemble des victimes qui subissent ça? Je pense qu'une majorité de victimes subit ça. Et Majorité, ce serait combien? 90%, 95%? je J'ai dirais- l'impression d'avoir entendu ça déjà. Ben, je pense qu'on Julia, est plutôt vers les 90%. d'accord. Et après, je pense que la différence fait que ben, si on a pouf, le médecin qui voilà, va Ouais. être à l'écoute, voilà, il va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou le médecin qui vous connaît très bien. Ça peut être aussi ça. Le médecin qui vous connaît très bien, et là, il se dit, il y a vraiment quelque chose. Quoi. Oui, mais bon, après, il y avait plein de médecins qui connaissent bien les gens aussi Mm. déjà. Oui, Et puis, même un médecin qui ne vous connaît pas, j'imagine que quand il voit plein de personnes avoir les mêmes symptômes Mm. suite aux mêmes injections, enfin, forcément, la connexion doit se faire en fait. oui, C'est quasiment impossible que ça ne se passe pas, ou à moins d'être dans le déni. D'accord. Et quand est-ce oui. que vous rentrez en contact avec ces associations du coup? Alors, Alors, quel est le moment? je vais terminer par rapport à mes Pardon. diagnostics. Hein. Non, c'est vrai Allez-y, que allez-y, Aurore. alors, du coup, donc, après cet examen donc, à Marseille, je me dis, mais il y a quand même quelque chose qui colle pas. Parce que je suis pas capable de faire des efforts. C'est-à-dire que un effort minime, c'était monter les marches d'escalier, j'étais complètement essoufflée, j'avais très mal à la tête, j'avais des palpitations. Je me dis, mais il y a quand même quelque chose, c'est quand même bizarre. Ou même quand je faisais, je réfléchissais un peu. J'aimais bien encore faire des fois des petits jeux, des petites choses, même avec mon fils. Mais c'était tout de suite très compliqué, l'effort cognitif très compliqué.
Et le moindre stress, j'étais complètement débordée. Enfin, je gérais pas. Alors que j'étais pas du tout comme ça avant. Donc, je comprenais pas, je me reconnaissais pas. Donc là, je me suis tournée vers une association et j'ai réussi à avoir un contact pour aller sur Paris, voir un médecin interniste. Et qui m'a diagnostiqué l'encéphalomyélite myalgique. Voilà, donc c'est une maladie neuro-immunitaire grave, chronique, incurable à ce jour. Il n'y a pas de traitement curatif qui existe pour le moment. Très peu de fonds pour la recherche, qui est reconnue depuis 1969 par l'OMS, mais pas par la France. Donc maladie non reconnue. Et du coup, cette maladie fait qu'on vit avec très peu d'énergie dans sa batterie, en fait. Pour faire une image, moi, j'ai à peu près 30%. Voilà, je commence la journée avec 30%. Donc ça veut dire que quand je vais faire la moindre activité, ça va descendre. Et des fois, ça descend très vite. Et je vais devoir me reposer allongée, je vais devoir prendre beaucoup de temps pour me reposer, mais ça va remonter très lentement. Et quand la batterie elle est vide, là, c'est le malaise post-effort. Et quand j'ai un malaise post-effort, dans les cas les plus importants, ça va être plusieurs heures, plusieurs jours, des fois allongés, dans la pénombre, dans le silence. Et ça peut être des moments où je ne parle plus. Je ne pourrais plus adresser la parole à quelqu'un. Comme si j'étais dans une forme de coma. Donc quelque chose de très, très particulier. Et donc cette maladie, elle m'a été diagnostiquée donc en avril 2023. Et là, ce médecin interniste a fait le lien aussi avec les vaccins. Quand est-ce que moi, je lui ai rapporté comme symptomatologie et m'a dit, écoutez, vous avez une encéphalomyélite myalgique post-injection Covid aggravée par l'infection Covid. Et c'était la première fois qu'on me disait ça. Parce que moi, on m'a toujours dit que c'était que l'infection. Le reste n'avait rien créé dans mon corps et n'avait rien abîmé. Rien du tout, du tout, du tout. Et donc, c'est ajouté à ça un syndrome d'activation mastocytaire. Donc, c'est une maladie où les mastocytes, qui sont des cellules immunitaires, surréagissent tout le temps. Donc, ça veut dire qu'à la moindre particularité de l'environnement, l'alimentation peut faire des réactions allergiques. Alors, dans la majorité des cas, c'est des symptômes allergiques qui sont quand même très gênants et très embêtants au quotidien, mais ça peut aller jusqu'au choc anaphylactique. Donc ça veut dire jusqu'à la mort. Donc c'est pas une pathologie à prendre à la légère non plus. Et d'autres pathologies, je ne vais pas les citer, mais on a souvent tout un panel de pathologies, les problèmes de régulation thermique. Ça, c'est très ennuyant, quoi. Dès qu'il fait trop chaud, on ne supporte pas la chaleur. Quand il fait froid, il faut s'habiller 10 fois plus que les autres, comme si on allait au ski. Et puis l'énergie qui descend très très vite dès qu'il fait froid et tout ça. Mais du coup, ce que disait Jean-Marc Sabatier sur le système rénine-angiotensine, en fait. Voilà, exactement, oui. Donc voilà, donc après tout ça, tout ça, ça a cogité. Je me suis rendu compte aussi que l'encéphalomyélite myalgique, c'est une maladie grave, que c'est pas que un syndrome de fatigue chronique, parce que souvent on l'appelle aussi comme ça. Donc ça a une connotation un petit peu, on va dire un peu légère, sur il est fatigué, alors qu'en fait non, c'est épuisé au point de ne pas pouvoir travailler. C'est-à-dire que moi, j'ai pas travaillé depuis longtemps, hein. Là, je suis en invalidité catégorie 2 maintenant, puisque je ne peux plus travailler. J'ai eu plus de 2 ans et demi d'arrêt de travail, donc j'ai été licenciée pour inaptitude à mon poste. Et donc en fait, ça revient à dire aussi, j'ai été obligée de me faire injecter pour continuer à travailler. Et on finit par me virer parce que j'ai des effets secondaires graves et que je ne peux plus travailler. Donc ça, c'est très rageant et ça met très en colère. De se dire que le système a fait des choses comme ça. Et voilà, donc on est en situation de handicap, comme beaucoup de victimes. Situation de handicap, et qu'est-ce qu'on fait dans tout ça, quoi? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Une fois qu'on a aussi digéré déjà cette période où on a été en errance médicale, on se rend compte qu'on a une pathologie grave, on ne sait pas ce que va être l'avenir, parce que clairement, on sait très bien qu'avec l'encéphalomyélite myalgique, on peut être, il y a 4 stades, on va dire globalement, léger, modéré, sévère, très sévère. On peut être dans un stade, mais on peut être dans un autre stade. On peut baisser, on peut remonter, mais on peut baisser. On peut baisser très très loin, c'est-à-dire se retrouver alité, dépendant, alimenté par sonde, dans la pénombre et dans le silence. Comme ça, tout le restant de ses jours, ça existe aussi. Donc quand il y a tout ça qu'on nous amène, on se dit, qu'est-ce que va être faite notre vie, quoi, pour la suite? On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça?
Et après, donc moi, je me suis dit, à partir du moment-là, oui, il a quand même dit voilà, que les injections Covid, même si moi j'étais persuadée que j'avais eu des problèmes, je l'ai bien ressenti, tout ça. Mais là, un médecin me le confirme, donc je me dis, oui, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai commencé à suivre sur les réseaux à Victime. J'ai vu les témoignages de Macha, de Julia, Mathieu qui parlait. Enfin, tout ça, ça a commencé aussi à germer dans ma tête. Je me suis dit, bon, il y a quand même peut-être quelque chose à faire. Après, j'ai su que certains partaient sur des déclarations pharmacovigilance. Donc moi, je me suis dit, voilà, je vais tenter de faire ça. J'ai mis un peu de temps parce que on a énormément d'administratifs quand on est malade comme ça. Hein. Le système il est rude, surtout que quand on n'a pas une maladie qui est reconnue et encore moins suite à des injections, c'est compliqué d'aborder ça avec l'administration. Donc ça prend un temps fou à faire des dossiers, à se dépatouiller pour obtenir le minimum, quoi. Enfin, pouvoir quand même vivre, pas se retrouver dans la précarité. Et j'ai fini par voilà, faire ma déclaration pharmacovigilance. Et à ce moment-là, quand je l'ai faite, après, j'ai vu qu'il y a eu la création d'On a une autre dose, l'association d'On a une autre dose. J'ai adhéré à Victime un petit peu avant. Et après, je me suis dit, ouais, c'est l'Alsace, c'est pas loin de chez moi, donc je vais adhérer à On a une autre dose. Et je me suis retrouvée directement quand j'ai vu qu'ils étaient aussi par rapport à toute la période Covid, en fait, de leur côté. C'est-à-dire, il y a eu aussi bien les suspendus que les personnes qui étaient soumises à l'obligation vaccinale, que les personnes qui ont des effets secondaires graves des injections. Et à quel moment vous prenez conscience que les effets secondaires de l'injection, en fait, vous n'êtes pas seul à les vivre et que finalement, il y en a beaucoup? Est-ce que c'est au moment où vous êtes en contact avec ces associations ou... Bien avant, en fait, quand j'ai commencé à suivre les réseaux sociaux, parce qu'à partir du moment où j'ai été malade, j'ai cherché aussi beaucoup d'informations par rapport aussi bien au Covid long, quand j'ai su que j'avais ces hypométabolismes, après par rapport à l'encéphalomyélite myalgique, ce qui m'a mis en relation avec beaucoup de gens finalement. Et puis, voilà, de fil en aiguille, voilà, je me suis dit, oui, là, voilà, il y a des gens qui témoignent, voilà, il y a des choses qui se passent, voilà. Et moi, ça m'intéressait. J'ai lu aussi beaucoup de livres de différents auteurs et j'ai pris conscience de ce qui s'était passé aussi, dans tout ce qui était anormal aussi, par rapport aux libertés, par rapport à plein de choses. Et ça bouillonnait là, et là je me suis dit je vais franchir le cap parce que c'est pas facile non plus de témoigner. Et à l'époque j'étais encore en arrêt de travail. Et pour moi, être en arrêt de travail, ça veut quand même dire, voilà, si on veut plus me mettre en arrêt de travail ou si j'ai des problèmes avec mon employeur, ça peut peut-être, voilà, on sait pas trop quoi. Oui, ça pouvait aggraver votre situation. Oui, voilà, en voilà. fait, Et on fait quand même attention parce qu'au niveau de la précarité, on peut vite y être quand on travaille plus et qu'on est, voilà, on est jeune, on a une maison à payer, on a un enfant. Enfin, je veux dire, on pensait pas que la vie allait tourner de ce côté-là. Et du coup, voilà, j'ai fait mon premier témoignage. On a une autre dose, c'était le 14 septembre 2024. D'accord. Et puis après, voilà, j'ai fait plusieurs statiques avec eux. Voilà, en tout cas, j'essaye dès que j'ai l'énergie nécessaire, parce que c'est aussi ça. Ça dépend pas toujours de ma motivation, de mon état d'esprit, ça dépend aussi de mon corps et du fait que je suis aussi chargée de famille comme beaucoup de victimes, quoi. C'est-à-dire que voilà, nos enfants, on va pas leur faire subir non plus des choses terribles parce que on est à droite à gauche. Il faut aussi trouver un équilibre. Hein. C'est vrai que c'est pas facile et moi je vois l'avenir maintenant. Si je suis ici, c'est aussi pour mon fils. Hein. Parce qu'il a que 5 ans. Alors ici, vous dites à l'UER, c'est ça? Oui. Et en fait, alors oui, justement, en quoi c'est important pour vous? Qu'est-ce que vous en attendez? Alors déjà, c'est important parce que je viens avec les associations, puisque je suis membre des associations. Donc pour moi, si je suis membre, je ne vais pas rester forcément chez moi tout le temps. Et voilà, être plus ou moins... je ne le vois pas comme ça en tout cas. Je vois être membre d'association, c'est aussi pouvoir s'impliquer si on peut le faire. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont membres mais qui ne peuvent pas le faire. Donc sinon, on a un peu d'énergie, il faut aussi le faire pour tout le monde, quoi, pour que les choses évoluent. Quoi. Et aussi pour rencontrer les autres victimes, parce que ça nous fait énormément de bien. Les gens autour de nous ne comprennent pas toujours ce qui se passe, déjà nos pathologies, mais aussi tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est compliqué, c'est dur. C'est dur d'être toujours avec des personnes avec qui, des fois, on n'ose même plus parler, en fait.
Parce que c'est ça. Des fois, c'est soit on a envie on peut se justifier, on a la force de se justifier et de parler de certaines choses qui fâchent, mais des fois, on préfère se taire pour préserver son énergie et la mettre ailleurs, en fait. Mm. Et après, pouvoir rencontrer tous les stands, là, puisqu'il y a pas mal d'associations différentes, des personnes qui vivent aussi des choses, mais d'une autre manière ou avec d'autres vécus différents, d'autres expériences différentes. Et voilà, de se rendre compte que finalement, oui, l'humanité, elle est là. Et on retrouve une dynamique qui nous est propre, en fait. Mm. Il y a un sentiment d'appartenance en étant ici. D'accord. Ça fait beaucoup là. Ah oui, non, Ouais, pour c'est moi, compréhensible, mais en même temps, ça paraît, oui, ça paraît dingue de voir que le monde en extérieur de ce genre de rassemblement a pu devenir si monstrueux, en fait. ouais. Simplement En monstrueux. tout cas, pour moi, je trouve anxiogène. Pour moi, c'est Bien sûr, anxiogène ouais. d'avoir autant de personnes autour de moi, finalement, qui finalement, je pense, sont conditionnées. Il faut le dire, on est conditionné aussi à fonctionner d'une certaine manière. Et il y a certaines choses qu'on a du mal des fois à accepter ou qu'on n'a pas possibilité aussi. C'est-à-dire, Enfin, la peur, il y a plein de choses. le conditionnement pour faire fonctionner une société, il peut encore s'entendre, en Oui, fait, on va dire. oui. Mais un conditionnement qui vise à assassiner les gens, Mm. à les détruire, là, c'est monstrueux, en fait. Oui. On est dans quelque chose qui dépasse l'entendement et c'est fou. Donc, le fait de mettre des gens sur le carreau ou de ne pas faire cas de victimes sous prétexte qu'elles sont même pas nombreuses, Mm. on sort de la conscience humaine de façon, oui, c'est abominable en fait. Oui, Il n'y a c'est pas d'autre mot, abominable. hein. Oui. C'est abominable. C'est Le fait déshumanisant, en fait. voilà, de voir quelqu'un qui souffre à ce point-là ou qui meurt et ne pas faire cas, ça veut dire qu'on n'est plus humain pour moi, en Ouais. fait, quelque Ouais, part. oui. On a des difficultés. Ouais. Et est-ce que vous avez, donc, du coup, est-ce que vous avez des espoirs de traitement? Est-ce que vous avez avancé dans des choses qui peuvent vous aider, à défaut d'un traitement qui guérisse, mais au moins un traitement qui vous permette de Alors, vous sentir mieux, de récupérer ou dans pas? mon cas, en fait, avec le syndrome d'activation mastocytaire, ça m'a ajouté une hypersensibilité chimique multiple. Ok, C'est-à-dire que j'ai des difficultés à supporter les médicaments. d'accord. Donc il faut adapter les doses et il y a certains médicaments qui passent pas. Ça se passe du Tous tout. les additifs, je suis sensible à énormément de produits chimiques en fait, dans l'alimentation et tout ça. Donc là, c'est un changement aussi d'alimentation et d'hygiène de vie finalement. Ok. Donc je me suis rapprochée de médecins, donc de formation généraliste, Mhm. mais qui sont formés à l'homéopathie, à l'aromathérapie, à la phytothérapie, donc d'autres médecines douces en fait, d'autres choses. Et là, on est plutôt sur une médecine intégrative. D'accord. Voilà, on prend le patient dans son ensemble et en fonction de ses fragilités, de ses pathologies. Et Tout là, est ça pris vous en compte. apporte du plus quand même? Enfin, Oui, voilà. oui, clairement. Ok, d'accord. Clairement, j'ai des petits progrès. On va pas dire que on va Mhm. pas dire. Je sais pas si un jour je serai guérie. En tout cas, en tout cas, au niveau de l'encéphalomyélite myalgique, le taux de rémission, on va dire, il est de l'ordre enfin, en tout cas, ce qui est déclaré, c'est à peu près entre 3 et 8%. Donc, c'est pas non plus, voilà. Oui, après, en allant dans l'alternatif ou d'autres médecines qui sont tellement efficaces qu'elles sont évidemment interdites en France, il peut y avoir des choses à trouver. Oui, de toute façon, oui, moi je me renseigne. Et puis après, voilà, la seule chose sur laquelle je suis prudente, c'est que quand je trouve des informations, j'en parle systématiquement aux médecins qui me suivent. Pour voir aussi s'il n'y aurait pas d'interaction, s'il n'y a pas de problème à prendre telle ou telle Ah oui, molécule, oui, etc. bien Je sûr. suis toujours très prudente parce que c'est vrai Il que le faut. on peut aussi des fois partir dans des protocoles qui sont en fait établi un peu pour tout le monde, mais non, on est tous différents en fait. C'est ça. Et ça, il faut le Évidemment. prendre en compte. Et Évidemment. il y a des moments de notre vie où on est plus apte peut-être à faire certaines choses et d'autres pas. Donc il faut, voilà. C'est aussi écouter beaucoup son corps. Ok. Totalement, il faut se connecter à soi, sinon c'est très compliqué. Mais voilà, je sais que voilà, pour moi, il y a de l'espoir. Si je suis là, c'est qu'il y a de l'espoir. Bien C'est que, en tout cas, tout n'est pas perdu. Et de toute façon, moi, je suis là aussi pour mon fils. Parce que eux, c'est aussi l'avenir et on ne peut pas les sacrifier. Moi, je pense que de ne pas voir tout ce qui s'est passé, ce serait les sacrifier, en fait. Et ils ne méritent pas ça, les enfants. Nos enfants, ils ne méritent pas ça, en fait.
Nos enfants et l'humanité, puisqu'ils Oui, sont oui, ils bah sont oui. le monde de demain, donc Oui, voilà. on se Je doit de pense leur qu'on apporter des valeurs on pour les peut pas, construire. on peut Ouais. pas laisser faire ça, enfin laisser continuer à faire ça. Moi, mon enfant, je l'allaitais quand j'ai fait les injections. Et j'ai constaté des choses. Il a commencé à avoir des troubles du comportement, en fait. On a eu énormément de soucis, en fait. Là, maintenant, il a 5 ans, on est sorti de plein de problèmes, en fait. Donc, vous voyez, en fait, ça ajoute plein de soucis. Et mon fils, il est né 4 jours avant le déconfinement de mai 2020. Donc, nous, en fait, notre famille, elle a vécu tout le confinement. Enfin, voilà, c'est un truc qui s'arrête jamais, quoi. En fait, mon fils, il a 5 ans, mais il a vécu que ça. Tout ce qui se rapporte au Covid est toujours chez lui, quoi, dans sa vie. Oui, c'est un cauchemar. Ça ne s'arrête Ouais. pas, quoi. Mm. Il est né, voilà, les gens étaient masqués autour de lui. Il sort du ventre de sa maman, tout le monde était masqué. Le papa ne pouvait pas assister à l'accouchement, seulement à l'expulsion. À cette époque, c'était comme ça. Il serait né 4 jours après, le papa pouvait être là à la maternité. À l'époque, c'était ça. Il ne venait pas à la maternité, le papa. Il fallait sortir de la maternité et il vous sortait très vite. Hein. En 3 jours, vous étiez sorti. Hein. Que vous soyez bien ou pas bien, c'était pas grave. Il y avait une surcharge de travail à la maternité, ils n'en pouvaient plus, les personnels n'en pouvaient plus. Les bébés pleuraient, mais on n'osait même pas demander de l'aide en fait. Moi, il y a une journée, ils venaient pas, hein. Ils sont pas venus une journée en fait. Je les ai pas appelés, ils sont pas venus une journée. Enfin, sauf pour me donner le repas le midi, hein, mais pour le reste, non. Et mon petit, il voulait pas téter à l'époque, il était très fatigué. Enfin voilà, c'était compliqué, donc voilà, ça laisse aussi des traces, quoi. Et il avait peur des masques. Il a eu la peur phobique des masques, en fait. Le pédiatre lui faisait les vaccins, il hurlait, on est obligé de le tenir à 3 alors qu'il avait 2-3 mois, quoi. On voyait le boucher avec son masque, il avait peur du boucher, il ne voulait pas aller à la boucherie. Et ça, en tant que parent, mais c'est terrible. Et en crèche, les nounous ont gardé le masque jusqu'en avril 2022. Donc lui, les 2 premières années de sa vie, il a vu que des gens qui le gardaient avec des masques. Et la réflexion, c'était, bah oui, il sourit pas. En même temps, il voit aucune expression du visage sur les gens qui le gardent, quoi. Ouais, c'est de la torture, en fait. Voilà. C'est juste de la torture pour un enfant, Ben, c'était pour un terrible. bébé. Et nous, Ouais, on était ouais. totalement impuissants parce Ouais, qu'en ouais. plus, il a eu des Horrible. soucis. Il a eu certainement aussi peut-être des soucis par rapport à l'allaitement. Ça, Mm. on sait pas. Enfin, moi, je peux pas le vérifier. Mais il a commencé à faire des otites chroniques. Mm. Il a eu des pertes d'audition. Et du coup, bah, imaginez un enfant qui se retrouve avec des gens masqués en ayant une perte d'audition. Ouais. Voilà, donc, et les conséquences nous ont suivis jusqu'à l'école. Et là, on en est seulement sorti. Et voilà, ça me donne aussi de l'espoir. Parce que là, ça va mieux. Ça va mieux à ce D'accord. niveau-là. Et c'est pour ça que je suis là aussi, ici aujourd'hui. Bah écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Diane. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est très fort. On espère que vous êtes sur la bonne pente montante et que vous ferez partie de ces 3-8% à trouver quelque En chose tout pour cas, retrouver une vie, on va dire, normale, voire une vie tout à fait normale. ouais, en tout cas, le combat continue. Et j'avais un petit mot pour les professionnels de santé en général. Mhm. Je voulais leur dire, continuez à soigner avec votre cœur, activez votre curiosité scientifique. Rien n'est figé, tout est mouvant. Vous avez le droit de ne pas savoir, cela s'appelle l'humilité, mais vous avez le devoir de bien traiter et de respecter vos patients, cela s'appelle l'humanité. Rien de plus à dire là. Merci beaucoup, Aurore. Merci Diane.